Quand il est midi à Bernin, il est 12 heures à Crolles. Moi je suis venu parce que je voulais parler dans le poste. L'invité de la semaine. Comme je voulais parler dans le poste, je parle dans le poste. Voilà, je suis content de parler dans le poste. L'invité Voilà. de la semaine. Voilà. Je voulais faire un bisou à ma maman, je peux. Salut. L'invité de la semaine. Et nos invités aujourd'hui, ils s'appellent Cyril Maton et Soisic Moinet de l'association Spéléo Campus. Bonjour Cyril. Bonjour. Et bonjour Soisic. Bonjour. Alors, donc on va parler spéléologie aujourd'hui. Alors, pour commencer cette interview, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu revenir sur la base, la définition de la spéléologie? C'est quoi pour les auditeurs qui ne seraient vraiment pas initiés à ce loisir, à ce sport? Dites-nous. La spéléo, c'est être capable d'aller sous terre pour voir ce qui s'y passe et pour découvrir un peu ce milieu qui n'a rien à voir avec le milieu qu'on fréquente en surface en fait. Et je pense que c'est avant tout la curiosité qui peut pousser à faire ça. Et puis une fois qu'on a pénétré une première fois les entrailles de la Terre, on découvre vraiment un monde qui est fabuleux et très souvent on a envie d'y revenir. Alors, est-ce qu'il faut parler plus d'un sport, d'un loisir? Comment on peut définir cette pratique? On peut parler de tout ça à la fois en fait, puisque c'est vraiment une activité multidisciplinaire. On peut y voir le côté sportif. Et c'est un vrai engagement physique, mais on peut aussi y voir l'aspect scientifique, l'étude de la formation de la roche, de la formation d'une caverne, l'écoulement de l'eau aussi, puisque sous terre, il y a beaucoup de rivières souterraines, qu'on découvre après en surface. Il y a des gens qui y vont pour faire de la photo, donc il y a aussi une dimension artistique. Donc c'est tout ça à la fois, et c'est ce qui explique que la moyenne d'âge des pratiquants, enfin plutôt le panel d'âge, ça va vraiment des enfants jusqu'à des personnes d'âge avancé, parce que simplement les objectifs de chacun peuvent être très différents. Alors l'école, c'est la première en France, Spéléo Campus. On va revenir un petit peu sur son histoire, l'historique. Au début, c'était rattaché donc au comité départemental de Spéléo d'Isère, et aujourd'hui, c'est une entité à part entière. Expliquez-nous un petit peu tout ça, comment ça s'est fait? Alors en deux mots, c'est une idée qui est lancée comme ça sur la table en 2012, créer une école de spéléo avec un enseignement vraiment structuré. Le comité départemental de spéléo accepte de chapeauter l'action en fait, et on se donne 3 ans pour voir si ça marche, c'est simplement quoi. Voilà. Puis au bout de 3 ans, le bilan est très bon puisqu'on a accueilli 3 promos successifs d'élèves. Et là, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Ça devient un petit peu compliqué pour le comité de continuer à gérer, donc on se dit qu'on va monter une structure à part. Et donc aujourd'hui, Spéléo Campus, c'est une association indépendante et un club aussi rattaché à la Fédération française de spéléo. Et sur vos parcours personnels, comment vous êtes venu, vous, à la spéléologie et à venir créer ce Spéléo Campus? On en parlera tout à l'heure avec Soisic, mais vous Cyril, comment vous êtes venu? Un petit peu par hasard, par le biais des rencontres. Moi, j'avais envie d'en faire, par curiosité. Puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, je t'emmène sous terre, voilà, si tu veux. C'était pour mon anniversaire, d'ailleurs. Et puis voilà, donc cette personne m'a emmené faire une très belle cavité. Je suis tombé amoureux de la discipline, et puis voilà, et ça part de là. Oui, mais de là, en faire son métier, enfin sa grosse partie. Alors après, il y a tout un apprentissage. Ouais. Voilà, je suis allé dans un club, j'ai travaillé, j'ai progressé, etc. Et puis j'ai remarqué que l'enseignement de la spéléo, il était un petit peu particulier. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Et donc de fil en aiguille, l'idée de Spéléo Campus, c'est ça, essayer de structurer un petit peu l'enseignement pour former vraiment des pratiquants et leur donner des bonnes bases dans la pratique. Quand vous dites que ça marchait bien en ces 3 années, ça a bien fonctionné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un nombre d'apprenants suffisant, croissant? Combien ils sont à venir? Tout à fait. Là, sur les 3 ans, alors ça peut paraître modeste, mais on a eu à peu près une trentaine de membres qui sont venus, donc qui étaient tous débutants au départ. Ils n'avaient jamais mis un baudrier, par exemple, et c'est tous devenus des pratiquants aguerris au bout d'1 an, en fait. Donc c'est comme ça qu'on peut critériser la réussite de l'action et dire effectivement ça marche en fait. Parce que c'est combien de fois par semaine, par mois qu'on apprend à faire de la spéléo dans votre école de spéléo? Alors nous on propose 3 cursus de formation, on va parler du plus gros, c'est 15 sorties à l'année, donc ça fait une moyenne de 2 sorties par mois hors vacances scolaires. Et donc sur ces 15 sorties-là, nous l'objectif c'est vraiment de prendre des débutants et qu'au bout de 15 sorties ce soit des spéléos comme on dit, autonomes, c'est-à-dire qu'ils soient capables d'évoluer sous terre quasiment tout seul en fait. Voilà. Et on a un bon exemple aujourd'hui, c'est Soisic qui a suivi un cursus à Spéléo Campus, c'est ça? C'est Alors bien ça. racontez-nous comment ça s'est passé pour vous exactement. Vous étiez débutante aussi?
Oui, j'ai bénéficié en fait de la première année du cursus en 2012. L'idée en fait c'était de redécouvrir. J'avais eu l'occasion de faire une fois de la spéléologie en Auvergne pour pendant les vacances avec 2 copines et un BE. Et là, le fait d'arriver sur Grenoble et de vouloir m'installer, de découvrir les activités de Grenoble, je me suis dit, tiens, pourquoi pas vraiment plonger dans cette activité et le faire en toute sécurité par le biais de professionnels. Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous a séduite? C'est le côté un peu école quand même, le côté formateur? Le côté formateur et aussi redécouvrir et passer un peu plus de temps sous terre à visiter des endroits fabuleux. Je sais que j'avais été marquée par cette première visite sous terre et j'ai eu envie d'en voir davantage et de passer davantage de temps sous terre. Alors, être licencié dans un club, ça ne suffit pas, selon vous, à être autonome aujourd'hui en France? Ça peut suffire parce qu'il y a des tas de spéléos qui ont été formés de la même façon depuis des années, moi le premier d'ailleurs. La formation, en gros, elle se fait un peu sur le tas. Je mets ça entre grosses guillemets, quoi. C'est-à-dire qu'un débutant, il arrive dans un club, il va être pris en charge par ceux qui savent déjà faire. Mais tout ça, c'est bien, ça marche, mais voilà, il y a des contraintes de temps, de pédagogie, des disponibilités, etc. Et c'est ce qui permet de dire que l'enseignement de la spéléo au sens traditionnel, il est finalement pas très structuré. Spéléo Campus essaie d'apporter une amélioration là-dessus en proposant un encadrement clair, des sorties avec à chaque fois des objectifs pédagogiques précis, ce qui permet vraiment de cadrer l'enseignement et d'arriver en très peu de temps à une qualité de pratique qu'on peut peut-être pas avoir lorsqu'on apprend sur le tas en fait. Voilà. Et quand on parle de cours, est-ce qu'il y a une partie théorique aussi dans on va dire une salle de cours? Pas du tout, jamais. Ça se fait tout en situation. Faut comprendre que les sorties, elles sont progressives. Donc au départ, elles sont pas très difficiles. Mais pour le débutant, elles sont déjà suffisamment marquantes, je dirais, pour qu'il apprenne des choses. Et puis petit à petit, au fil des sorties, on monte un peu en puissance. Et puis c'est comme ça que se fait l'apprentissage. Mais il y a rien en salle, il y a rien de théorique. Tout est concret. Après, il y a une cavité qui est quand même un porche qui est dédié plutôt à la découverte de la pratique. En extérieur, mais encore au jour, vu que c'est un porche ouvert sur le jour, et du coup on peut visualiser ce qu'on fait. C'est aux échelles, en chartreuse, et ça aussi pour commencer c'est plutôt pas mal. Oui, ça c'est pour dégrossir l'apprentissage technique, en fait, on se dit que plutôt que d'apprendre tout de suite sous terre avec peut-être des conditions qui peuvent être un petit peu stressantes, je dirais peut-être pour certains pratiquants, donc on a la possibilité d'avoir un lieu de pratique qui est en extérieur, quasiment à ciel ouvert. On voit bien ce qu'on fait, tout le monde se voit, et puis ça permet déjà de dégrossir certains gestes, d'apprendre les premières notions de sécurité avant d'aller les appliquer sous terre. Mais c'est pas du tout un cours en salle, voilà, avec le tableau blanc, on est quand même dans l'action, quoi. Et ce concept, alors, il est unique en France, c'est unique en Isère et unique en France aussi, c'est ça? Ah oui, on peut le dire parce que c'est quelque chose de nouveau dans le concept et puis c'est aussi quelque chose qui est très difficile à mettre en œuvre. Et nous, en Isère, on a de la chance d'avoir eu des soutiens qui nous ont permis de mettre ça en place. Alors, je vais parler du comité départemental de spéléo, mais on pourrait parler aussi du conseil départemental qui a soutenu l'action pendant 3 ans et qui continue à le faire. Et quand derrière soi, avec une idée, on a des alliés de cette dimension-là et avec cette volonté de faire avancer les choses, ça simplifie grandement le boulot, quoi. Pourquoi c'est compliqué, justement, vous en disiez, c'est compliqué de mettre en place ce type de concept d'école de spéléo? Ouais, c'est compliqué parce qu'il faut déjà trouver des encadrants. Si on choisit de travailler avec des professionnels, faut les rémunérer, donc il faut trouver l'argent. Il faut pouvoir faire de la communication, qui là aussi coûte de l'argent. Il faut du matériel, il faut des tas de choses que très globalement on va toujours ramener à des ressources financières en fait, quoi. Et quand on démarre, en général, on n'a pas tout ça. Donc si on n'a pas la possibilité d'être aidé, on démarre jamais en fait. Et ça, c'est une des réalités, mais de toute action, que ce soit de la spéléo ou n'importe quoi d'autre, il faut quand même au départ des ressources et si on les a pas et qu'on n'a pas d'aide, c'est difficile. Alors justement, il y a plusieurs cursus pour, j'imagine, plusieurs profils d'élèves. Expliquez-nous un petit peu les différentes parties et différentes formations qu'on peut avoir chez vous.
Alors, on a principalement 3 cursus. Le premier qu'on va appeler le cursus complet, donc c'est 15 sorties. Et là, l'objectif, c'est que les élèves, à la fin des 15 sorties, soient autonomes, comme j'expliquais tout à l'heure. On a un cursus qui s'adresse aux adultes toujours et qui est plutôt intermédiaire, 8 sorties. Et là, l'objectif, c'est plus la découverte du milieu et puis l'apprentissage des premiers gestes techniques, en fait. Donc, c'est un objectif un petit peu moindre, mais qui répond aussi à une demande. Et puis, enfin, on a un cursus qui est dédié aux enfants à partir de 7 ans, où là, c'est 10 sorties avec découverte du milieu, et puis si ça marche bien, qu'on voit qu'on a affaire à d'enfants un petit peu dégourdis, là aussi une part d'apprentissage technique. Voilà. Mais c'est un cursus qui est dédié aux enfants, simplement pour qu'ils soient entre eux et que le groupe soit homogène en termes d'âge, en fait. Et une partie importante aussi en spéléologie, c'est la sécurité. Est-ce que vous formez aussi au sauvetage, je ne sais pas, sur civière, d'autres choses comme ça? Alors, on forme déjà à la sécurité sous terre, c'est-à-dire aux bonnes pratiques, ce qui permet d'éviter d'avoir un accident, d'éviter de se mettre en danger. Pour ce qui est technique de secours, je dirais que ça c'est plus du rôle du spéléo secours français ou du spéléo secours Isère, en fait, où là, quand on est spéléo, on peut s'inscrire spontanément et devenir sauveteur bénévole. Et là, on est formé spécifiquement aux techniques de secours qui sont appliquées lorsqu'il y a un accident. Mais c'est une autre forme de spéléo, c'est aussi une autre logistique, c'est aussi une autre organisation. Et nous, c'est pas notre vocation que d'enseigner ce genre de choses. Même si on en fait la promotion aussi, mais c'est pas notre vocation. Mais est-ce que c'est obligatoire pour un spéléo qui aurait envie d'être autonome d'avoir cette formation-là de secours? Ça peut être un bon complément. C'est pas forcément obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Non. Mais simplement, quand on est à la fois sauveteur et spéléo, on voit la pratique sous 2 angles différents qui sont très complémentaires et forcément l'un influe sur l'autre. Donc ça peut être qu'un plus dans la connaissance générale. Alors, quels sont les profils des gens qui viennent s'inscrire chez vous à Spéléo Campus? C'est des gens qui cherchent à mieux appréhender ce sport, parce que bon, la spéléologie peut forcément un peu certaines craintes, attiser certaines craintes, certaines peurs. Qui sont les gens qui viennent vous voir et qui veulent apprendre ce cursus chez vous? C'est globalement un public de sportifs déjà, de gens qui pratiquent la montagne, qui randonnent, qui font peut-être un peu d'escalade, voire même un peu d'alpi pour certains, et qui sont curieux de voir ce qui se passe sous terre. Donc je pense que chacun dans leur cheminement personnel, c'est un peu une suite logique. Voilà, ils font des tas de choses en extérieur, ils vont aller voir à l'intérieur. Et globalement, c'est ce profil-là. Et puis c'est des gens qui ont peut-être des craintes aussi, qui sont complètement légitimes, mais qui sont prêts à les surmonter ou à les oublier le temps d'une sortie pour aller se faire plaisir. Soisy, qu'est-ce que vous aimez dans la spéléo? Qu'est-ce qui vous attire et qu'est-ce que ça vous a permis justement de développer chez vous? Alors, j'ai une petite... je suis intéressée par les géologies et du coup, comme disait Cyril, connaître les circuits de l'eau et tout ça au niveau de la roche, je trouve ça très intéressant. Et justement, c'est quelque chose qu'on apprend aussi chez vous ou que vous avez appris à détailler, à différencier les formes et tout ça des formations. Ça, on le voit au niveau du cursus. Non, moi, ce qui m'a intéressé au niveau des sorties, c'était d'avoir en fait, le temps sous terre est différent. Et c'est intéressant de passer ces journées sous terre. On a une autre vision du temps. Et voilà, c'est... Parce qu'on peut aussi, on peut aussi arriver à passer plusieurs journées même sous terre. Ça vous arrive avec Spéléo Campus de passer une nuit, une journée? Ça nous est pas arrivé parce qu'on l'a pas mis en place, mais on pourrait très bien imaginer ce qu'on appelle de faire un bivouac en fait, où on rentre un jour, on dort sous terre la nuit et puis on ressort le lendemain. Ça peut être envisageable, tout à fait. Et toi, Soisy, quand tu étais débutante, c'est quoi les difficultés qu'on rencontre quand on connaît pas comme ça, qu'on découvre totalement? C'est quoi qu'on a comme difficulté? Au tout départ, c'est peut-être les déplacements, savoir reconnaître les roches qui vont glisser ou pas, là on va pouvoir poser les pieds, se déplacer aussi en limitant nos efforts physiques, au lieu de forcer
sur des prises et s'épuiser. Il y a des techniques qui nous permettent de se positionner pour passer des marches ou même pour désescalader des endroits. Et ça s'apprend au fur et à mesure. Et au tout départ, une simple sortie qui nous demande maintenant seulement 4 heures, nous demandait 8 heures au tout départ. Alors Voilà. la principale peur, c'est aussi la claustrophobie. La claustrophobie, Ouais. oui. Mais finalement, on est plus souvent dans des grandes salles que dans des petits boyaux à ramper dans la boue. Exactement, c'est un peu le problème de la spéléo. On visualise toujours au niveau des photos des endroits, par exemple au niveau des touristes qui vont faire de la spéléo. C'est souvent au moment des étroitures qu'on prend les photos parce que la personne fait des grimaces, elle n'est pas très contente. Ou voilà. Et en fait, c'est juste des portions des sorties qui sont très courtes. Le reste du temps, on passe d'une cathédrale à une autre grande salle. Et voilà, c'est des grandes randonnées sous terre et on n'imagine pas les gruyères qu'il y a sous nos massifs. C'est quoi- Ouais. Oui, pardon, je t'interromps Manon. C'est quelle sensation on vient chercher quand on va sous terre? C'est quoi? C'est de l'adrénaline surtout ou comment ça se passe? Non, c'est Ça dépend peut-être c'est l'envie difficile de à bouger. Moi, je sais que j'aime bien faire de la spéléo quand dehors il fait gris, voilà, il y a du vent. Au lieu de rester cloîtré dans son appartement, je peux faire de grandes randonnées, on va dire à l'abri. Est-ce que Et vous, Cyril? L'adrénaline, il y a peut-être des gens qui viennent pour l'adrénaline, sûrement même. Et puis, comme je disais tout à l'heure, chacun vient un petit peu pour ses propres raisons, quoi. Mais je crois qu'avant tout, c'est la curiosité de découvrir ce milieu-là. Et puis chacun un peu adapte ce qu'il voit à ce qu'il est, et puis modifie. Voilà, je dirais, c'est très variable. Faut se méfier après des concepts d'adrénaline, recherche de sensations. Parce que c'est un milieu qui est quand même hostile, faut le dire, voilà, et où la prise de risque, elle doit être nulle. Donc quelqu'un qui viendrait uniquement pour se mettre en danger, je dirais que ça peut pas faire un bon pratiquant. Les spéléos globalement sont tout ce qu'on veut sauf des têtes brûlées, c'est au contraire des gens extrêmement prudents, qui ne se mettent pas en danger eux-mêmes, qui ne mettent pas en danger les autres. Donc voilà, c'est avec des bémols ces histoires d'adrénaline. c'est un sport pour toutes les corpulences physiques et pour toutes les conditions physiques? Ah, moi je dirais que oui, parce que c'est comme dans la vie, hein, il y a des grands, il y a des petits, et puis chacun va avoir avec son profil des avantages et puis aussi des inconvénients. Donc c'est vraiment ouvert aux petits, aux grands, aux gros, aux minces, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Tout le monde est le bienvenu. Et puis c'est ouvert aux hommes et aux femmes aussi, c'est important de le dire, parce que des fois on pense que les filles elles ont pas leur place, voilà, etc., que c'est un sport de mecs, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Et il faudrait d'ailleurs qu'il y ait plus de filles qui pratiquent la spéléo, parce qu'en général elles sont super capables et parfois mieux que les mecs même. Alors, Swazik et Cyril, on voulait vous faire écouter un son. Dans les Alpes, à 1460 mètres d'altitude, les spéléologues de Grenoble ont réussi à battre leur ancien record de moins 903 mètres dans l'exploration du gouffre Berger. Tous les 16 explorateurs sont remontés après avoir atteint la cote moins 985. Tour à tour, Berger, Peds, Garvig et leurs compagnons ont regagné la surface. Et c'est l'un des plus étonnants records de cette année. Alors, le gouffre Berger, c'est quelque chose d'assez impressionnant, c'est mythique, ici en Isère. Vous y êtes déjà allé, qu'est-ce que ça vous procure comme sensation d'écouter cette première descente en spéléo? Eh ben malheureusement pour moi, j'ai pas pu aller au gouffre Berger pour une banale chute en vélo. Peut-être un jour. Et peut-être un jour. Donc voilà, pour moi, le gouffre Berger reste un objectif que j'ai à cœur. Et du coup, ça demande un petit peu quand même de pratique et des sorties régulières pour être capable de descendre à cette profondeur. Mais voilà, pour moi, c'est mon objectif. Super. Et vous, Cyril?
Alors le berger, c'est le premier moins 1000 de l'histoire, c'est-à-dire que c'est la première fois que des hommes ont réussi à aller à moins 1000 sous terre. Là, l'extrait qu'on vient de voir, donc ça doit être 1955 ou 56, c'est quand l'équipe de berger a atteint la côte. Perso, moi, j'ai rêvé sur ces histoires-là, j'ai lu des bouquins, et puis aujourd'hui encore, ça me donne des frissons. Parce que c'était une autre époque, une autre spéléo avec beaucoup moins de moyens, beaucoup plus à la dure, un niveau d'engagement incommensurable. Donc beaucoup de respect pour ces gens-là, quoi. Et sinon le berger, j'y suis allé plusieurs fois, notamment à cette mythique côte de moins 1000. Donc c'est une cavité qui est c'est une belle côte, moins 1000, et en plus c'est une cavité qui est très belle, parce qu'on peut avoir des gouffres très profonds, mais qui sont esthétiquement pas géniaux, quoi. Mais là, il y a tout. C'est une cavité qui est magnifique, et c'est une cavité, voilà, avec cette côte un petit peu mythique, un peu comme les alpinistes, voilà, vont se faire un Everest. Là, on fait un moins 1000. C'est bien sur le CV, et puis c'est une belle aventure aussi, quoi. Alors il y avait Monsieur Berger, mais il y avait aussi Monsieur Petzel, Oui. donc de l'entreprise qui a formé plus tard l'entreprise Petzel, Oui. qui est à Crolles, donc Tout pas à très fait. loin de notre studio. On peut revenir un petit peu sur lui, sur les avancées qu'il a permis donc dans le monde de la spéléo, notamment, je sais pas, dans la création de cordes en nylon et l'oubli des échelles. On utilisait des échelles avant. Ouais, alors Fernand Petzel, c'est déjà un super explorateur, hein, puisque avant le berger, il a fait aussi les premières explorations d'ampleur à la dent de Crolles, faisant à une courte époque la dent de Crolles comme le réseau le plus profond du monde. Donc c'était un sacré bonhomme, et qui en plus était un bricoleur de génie, et qui donc s'est interrogé beaucoup sur le matériel qui était utilisé sous terre. Donc il s'est mis à inventer plein de trucs, d'abord je suppose pour répondre aux besoins de ses propres expéditions, et puis ce qu'il inventait, c'était tellement efficace, ça apportait tellement la révolution que le milieu spéléo s'en est petit à petit fait le demandeur, et puis s'est accaparé tout ça. Voilà, en grosses lignes, ce qu'on peut dire de Fernand Petzel. Et aujourd'hui, c'est quoi les grandes évolutions au niveau des techniques de progression, donc au niveau du matériel? Aujourd'hui, en 2016, est-ce que ça continue à se développer sans arrêt? Est-ce que le matériel change, ou comment ça se passe? Oui, parce qu'il y a une recherche et développement qui est permanente là-dessus. Donc on s'oriente sur du matériel qui est de plus en plus léger, mais de plus en plus solide. Donc il y a un critère de performance qui est vraiment l'objectif à chaque nouvelle évolution. Donc ça passe pour les cordes, ça passe pour les mousquetons, ça passe même aussi pour les vêtements qu'on porte. Et oui, c'est une progression qui est constante, et les fabricants de ce côté-là vraiment, je trouve, nous servent plutôt bien, quoi, en fait. Et aussi les éclairages qui sont de plus en plus performants. Les éclairages aussi, oui, parce que c'est important sous terre, comme on est dans le noir. Donc là aussi, on arrive maintenant à avoir des véritables phares de voiture sur la tête, pour des choses qui sont pas plus grandes qu'une tasse de café. Donc là aussi, c'est prodigieux. Et qui tiennent dans le temps. Alors on parlait du gouffre berger, et vous venez de nous parler de la dent de Crolles. Qu'est-ce que l'Isère a de si particulier pour les spéléologues? La particularité, elle est géographique. L'Isère est entourée de plusieurs massifs, 4 en tout, dont 2 sont des massifs calcaires, la Chartreuse et le Vercors. Et là-dedans, c'est des milliers de cavités, de gouffres qui sont référencés, et puis probablement des milliers d'autres gouffres encore à découvrir. Et c'est ce qui en fait, pour le pratiquant de la spéléo, un terrain de jeu incroyable, à l'inverse de d'autres départements où il y a moins cette richesse géographique. Et puis historiquement, les premières grosses explorations sont faites en Isère. Donc par exemple, on écoutait tout à l'heure en 1950 l'expédition au Berger, mais dans les années 40, fin après-guerre, les expéditions à la dent de Crolles. Donc c'est des caractéristiques géographiques qui sont uniques au niveau du territoire, et puis des explorateurs qui de tout temps sont allés voir et ont contribué à la richesse historique en fait du département. Et avec Spéléo Campus, on va où exactement? On explore tous les massifs? Vous avez des lieux récurrents? On a des spots dont on sait qu'ils sont intéressants et que pédagogiquement ils marchent bien. Mais sinon, est-ce qu'on se balade? On se balade en Chartreuse, on se balade dans le Vercors, on va aussi dans l'Ain, on va aussi en Savoie et en Haute-Savoie. On est allé en Ardèche, donc on essaie quand même d'élargir un petit peu le panel des massifs qu'on peut visiter. Mais entre la Chartreuse et le Vercors, il y a déjà un tel terrain de jeu que ça répond vraiment aux attentes qu'on se fixe et aux attentes des élèves, en fait.
Il y a vraiment de grands changements entre, par exemple, une spéléologie dans le Vercors et une spéléologie dans les Bauges, en Savoie. Les cavités sont pas les mêmes, elles peuvent avoir des profils plus ou moins verticaux, c'est plus ou moins froid, c'est plus ou moins gras, donc ça dépend. La spéléologie en Ardèche, par exemple, c'est des cavités où il fait 13 degrés, donc il y fait très chaud. À l'inverse de la Chartreuse, où c'est des cavités où il fait 4-5. Donc voilà, donc c'est pas la même approche. Les profils de cavités sont pas les mêmes. Est-ce que c'est plus d'horizontal, du vertical, etc. Mais c'est ce qui fait aussi la richesse de l'activité, c'est que suivant les massifs, on va découvrir d'autres choses, on va modifier la pratique, on va enrichir nos enseignements techniques. Donc on a beaucoup de différences suivant les massifs dans lesquels on se balade. Et quelles sont les plus belles cavités que vous avez déjà explorées tous les deux? Soisic, par exemple. Un souvenir? Un souvenir, moi, c'est une petite cavité, pas bien grande. C'est le Cialier Michelier dans le Vercors, près de Vassieux en Chartreuse, où il y avait des concrétions et des stalactites et des stalagmites il y en avait partout. Vous la conseillez? Voilà, je la conseille, mais elle a besoin d'être respectée aussi. Donc... Il y a un sentier à respecter sur cette cavité et il est important que les gens soient respectueux du site. Et vous, Cyril? Est-ce que c'était en France? Est-ce que c'était peut-être à l'étranger même? Non, c'était en France, mais je vais me faire des ennemis si je dis que... Alors je sais pas, non, je dirais en Ardèche, Ardèche-Vaucluse, il y a une cavité qui m'avait marqué qui s'appelle la Veine de la Buse, avec un étage supérieur qui est rempli de concrétions, mais c'est hallucinant. Voilà, entre autres. Dans le Vercors, le gouffre berger, c'est magnifique. Et puis pour d'autres raisons, en Chartreuse, certaines parties de la dent de Crolles sont à mes yeux aussi vachement exceptionnelles parce que on est au contact de la rivière, de roches très blanches. Et puis on est au cœur d'un système en fait qui est là depuis des millions et des millions d'années. Et on a la chance de fouler ça. La spéléo, c'est ça, au-delà des aspects techniques, sécuritaires qui sont la base. C'est aussi quand même s'en mettre plein les yeux. Et puis aussi s'interroger, se dire mais comment est-ce que ça a pu se créer? Qu'est-ce qui a fait que un jour, il y a des trous dans la roche et puis on peut pénétrer dedans. C'est cette curiosité intellectuelle là qui doit être aussi au cœur des préoccupations du spéléo. On arrive encore à découvrir des voies, ouvrir des voies de spéléo? Ah oui, sans problème. Sans problème. Dans le Vercors, là actuellement, il y a des explorations qui sont faites au-dessus de Villard-de-Lans. Et qui, avec des explorations qui atteignent -500, -600, donc ça commence à être des choses vraiment, des expéditions d'ampleur. Et la spéléo, le spéléologue, c'est le dernier explorateur qui existe actuellement sous terre, parce que tout a été exploré déjà, que ce soit en hauteur, sous la mer, etc. Donc les entrailles de la Terre, ça reste encore un terrain super vierge, et il y en a encore plus à découvrir que ce qui est déjà connu, c'est certain. Alors, si on a envie de s'intéresser à ce sport, de découvrir avec vous la spéléo, comment on fait? Comment on choisit? On vient vous voir? On vous appelle? On peut aller sur notre site internet déjà, www.speleo-campus.com. On a déjà toutes les informations globales et comment ça fonctionne, le club, l'école, etc. Et puis après, on peut nous contacter par téléphone ou par mail. Donc les infos sont sur le site. Et puis tout le monde est le bienvenu. Il vous reste des places d'ailleurs? Oh là, mais il en reste plein. Il y en aura toujours de toute façon. Et quand vous dites il en reste plein, on peut aller jusqu'à combien d'élèves par cursus de formation? Par expérience, nous on fait des groupes de 8. Parce que au-delà c'est jouable, mais ça commence à faire beaucoup. En deçà c'est jouable aussi, mais il y a une histoire d'émulation qui se crée moins. Donc on s'arrange pour faire des groupes qui sont à peu près de ce calibre-là. Et donc plus on a de demandes, plus on fait de groupes, et puis plus il y a de gens qui pratiquent, et on est content. Même au cours de l'année, on peut venir s'inscrire chez vous? Alors comme on est dans un cursus, il faut voir quel est ce moment de l'année effectivement et voir si on peut trouver quelque chose qui répond aux attentes, qui répond à un niveau préliminaire, je sais pas, à voir. Mais de toute façon, nous contacter pour nous passer un coup de fil, ce sera jamais du temps perdu en fait. Bon, alors vous qui nous écoutez, n'hésitez pas donc à les contacter. On vous remercie, Cyril Maton, donc président de l'association Spéléo Campus, et Soisic Moinet, la secrétaire de l'association. On vous souhaite donc de belles randos sous terre et de nombreux élèves à former. Merci Thomas pour l'émission. Merci Manon. Merci à Gérard pour la technique, et on vous dit donc à la semaine prochaine. Merci. Merci. Ciao.